Colette Zetnitzky est historienne, professeure émérite à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès et autrice des ouvrages Un village à l'heure coloniale chez Belin en 2019 ou encore de La Conquête chez Talandier en 2022. Elle est aussi rédactrice en chef de Outre-mer, revue d'histoire. Jeudi 12 mars 2026, Colette Zetnitzky présentait à la librairie Ombre Blanche Le cas Bugeaud, les violences de la conquête coloniale en Algérie aux éditions Talandier, en conversation avec Jacques Cantier, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès, chargé de cours à l'IEP de Toulouse. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je dis un petit mot avant de laisser la parole à nos deux invités ce soir, et en particulier à Colette Zetnitzky, que l'on accueille à l'occasion de la parution du cas Bugeaud, les violences de la conquête coloniale en Algérie, publié récemment aux éditions Talandier. Merci beaucoup Colette d'avoir accepté notre invitation. Et je voulais, avant de laisser Jacques Cantier présenter Colette en détail, présenter moi à mon tour l'animation d'aujourd'hui. Donc Jacques Cantier, historien contemporanéiste à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et à l'IEP de Toulouse également. Il travaille en particulier sur l'histoire culturelle des années 40, on peut dire ça comme ça. Et voilà, merci beaucoup Jacques d'avoir accepté également de discuter avec Colette. Un petit mot aussi pour vous dire que le livre est évidemment disponible à l'accueil de cette salle, et donc que vous pouvez vous le procurer à l'issue de la rencontre. Il y aura un moment d'échange après l'heure de dialogue, disons, où vous pourrez poser vos questions. Et voilà, je vous souhaite une belle rencontre, et voilà, merci beaucoup. Bien, bonsoir à vous. Donc je remercie Ombre Blanche pour l'organisation de cette rencontre, et je suis content qu'elle me donne l'occasion de retrouver Colette Zetnitzky, qui a été ma collègue à l'université Toulouse-Jean Jaurès, et avec qui j'ai toujours travaillé avec beaucoup de plaisir, du fait à la fois de son érudition et de sa bienveillance. Donc ça fait plaisir de se retrouver ici pour discuter de son dernier livre. Alors Colette Zetnitzky est à la retraite depuis peu, et sa retraite est très active. Elle continue à publier énormément depuis quelques années, donc elle poursuit ainsi son œuvre historique. Alors ce travail historique qu'elle a construit tout au long de sa carrière, il s'articule, il me semble, autour de quelques axes. L'histoire du judaïsme, avec une thèse qui portait sur l'histoire des Juifs de Toulouse de 1945 à la période contemporaine, donc une communauté recommencée. Et puis, partant de cette histoire du judaïsme toulousain, elle a rencontré aussi l'histoire du judaïsme nord-africain, et son habilitation portait sur l'historiographie de cette histoire des Juifs du Maghreb. Donc ça, c'est un premier axe important. Elle a aussi travaillé sur l'histoire des cultures coloniales, avec notamment un angle original qui était l'histoire du tourisme colonial, voir comment la mise en tourisme de ces territoires coloniaux avait été une façon, là aussi, pour le colonisateur d'en prendre possession, de développer un discours sur cette prise de possession des territoires, de nourrir les imaginaires de la métropole et d'essayer de créer des flux vers ces destinées touristiques. Et puis, depuis quelques années, plusieurs de ces ouvrages portent plus directement sur l'histoire de la conquête de l'Algérie, sur l'histoire de cette colonisation de l'Algérie à travers l'histoire d'un village de colonisation dans un ouvrage précédent. Donc la première question peut-être que je poserai à Colette, c'est la façon dont elle situe ce nouveau livre par rapport à sa production. Pourquoi ce nouveau travail sur Bugeaud? Quelles étaient les motivations? Quelles étaient les sources disponibles pour le traiter? Et voilà, quelle actualité, quelle préoccupations t'ont amené vers ce personnage du 19e siècle? Donc je remercie Ombre Blanche de m'avoir invité et de présenter ainsi le livre.
plusieurs fois où je suis venue ici. C'est toujours un grand plaisir. Merci aussi à Jacques Cantier d'avoir lu le livre. C'est vrai que nous avons partagé des tas de moments, des moments, je dirais, érudits et des moments aussi de franche sympathie. Alors pourquoi Bugeaud ? Comme Jacques l'a dit, effectivement, j'ai travaillé depuis presque 20 ans maintenant sur l'Algérie coloniale à travers plusieurs prismes. Il y a eu d'abord la question donc des Juifs d'Afrique du Nord et en particulier d'Algérie. En même temps, j'ai aussi travaillé sur l'histoire du tourisme. Et là, je tiens à dire que j'ai travaillé sur cette histoire du tourisme au Maghreb avec mes collègues de l'autre côté de la Méditerranée, et en particulier tunisiens et marocains. Et j'ai publié un livre sur l'histoire du tourisme en Algérie. Et puis, resserrant toujours la focale, je me suis intéressée à un village qui n'a rien de touristique, qui s'appelle Draria, qui est aux portes d'Alger, et qui était un des premiers villages de colonisation, créé en 1842. Et j'ai fait l'histoire de ce village de 1842 à 1962. Et en travaillant sur ce village, je m'étais dit que, finalement, l'histoire des premiers temps de la colonisation en Algérie avait besoin d'être revue, relue. Non pas qu'on ne la connaissait pas. Il y a des livres absolument extraordinaires qui ont été écrits. Je pense en particulier à un très grand historien qui s'appelait Charles-André Julien, qui a publié un très beau livre, un très gros livre, qui est une somme sur l'histoire des débuts de la présence, de la colonisation française en Algérie. Et je m'étais dit qu'il fallait y revenir parce que on avait peut-être d'autres sources, mais on avait aussi d'autres questions, d'autres angles pour aborder cette question. Parce que Charles-André Julien, c'est il y a 50, 60 ans, son histoire est extraordinaire, mais en même temps, l'histoire se construit en la refaisant, si je puis dire, au fil des années, en se posant des questions nouvelles. Et donc, il y a quelques années, je me suis lancée dans l'histoire de la conquête, c'est-à-dire les 18 premières années de la conquête en Algérie, entre 1830 et 1848. Et en resserrant encore plus la focale, je me suis dit, mais au centre de cette conquête, il y a un personnage qui me paraissait un personnage extrêmement curieux, qui était Bugeaud. Alors, vous voyez, ça a été un peu cette démarche que j'ai adoptée. D'autant que il y a aujourd'hui, parmi les historiens et les historiennes, tout un courant de jeunes chercheurs, quand je dis jeunes, beaucoup plus jeunes que moi, de jeunes chercheurs qui travaillent sur l'histoire de la colonisation depuis le début du 19e siècle, avec des angles tout à fait passionnants. Vous avez quelqu'un, par exemple, qui travaille sur la question de la forêt. C'est une question très importante, l'appropriation de la forêt, la gestion de la forêt, etc. Vous avez un travail aussi qui a été fait sur la question de la poste en Algérie. C'est pas un petit problème. Alors, vous voyez, il y a des études comme ça, qui sont des études très fines, très sérieuses, et finalement qui renouvellent notre vision de cette histoire, de ce que l'on peut appeler la première guerre d'Algérie. Parce on a beaucoup parlé, et à juste titre, et on continue à le faire, parce que cette histoire n'est pas terminée, de la guerre d'Algérie, que moi j'appelle la deuxième guerre d'Algérie, mais il fallait revenir sur cette première guerre d'Algérie, qui commence en 1830 et qui se termine, certainement pas comme je l'avais fait en 1847, mais beaucoup plus tard, dans les années 1850, voire par la suite. Alors sur la question des sources, alors comme pour travailler sur le cas Bugeaud, j'avais déjà dépouillé beaucoup de sources. Elles sont très abondantes, ces sources. Il faut savoir que l'administration française, l'armée en particulier, c'était le ministère de l'armée, de la guerre qui était en charge de l'Algérie de l'époque, a produit énormément de sources. Ces sources, elles sont conservées
service historique de la Défense, qui est à Vincennes. Vous avez des cartons et des cartons sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Et vous avez aussi un autre centre de ressources, c'est les ANOM, les Archives nationales d'outre-mer, qui sont à Aix. Donc là, par exemple, pour Bugeaud, j'ai dépouillé pendant plus d'un an et demi, sa correspondance avec le ministre de la Guerre, avec ses officiers. Sa correspondance familiale a été publiée dans un ouvrage à la fin des années 1880. Mais déjà, la correspondance, je dirais, administrative, c'est des centaines, peut-être des milliers de lettres, en sachant aussi que Bugeaud est quelqu'un qui écrit, enfin qui faisait écrire, parce qu'il n'écrivait pas lui-même, il avait un secrétaire, énormément, des lettres très longues, j'y reviendrai, c'est un personnage assez, haut en couleur, et il écrit quasiment tous les jours. Donc ça, c'est une source qu'il a fallu croiser avec, par exemple, l'étude de la presse de l'époque. Alors, on a de la chance aujourd'hui parce que la presse a été numérisée sur la Gallica, et donc vous avez accès à la presse de la monarchie de Juillet sans aucun problème, où là, on a une autre vision de Bugeaud. On a une vision beaucoup plus critique. J'y reviendrai, mais Bugeaud, c'était un peu la tête de turc des journalistes dans les années 1830-1840. Donc on a une autre vision ici de Bugeaud. Et puis, vous avez les innombrables mémoires des contemporains sur Bugeaud. Donc ça fait des sources, je dirais, très, très abondantes, que j'ai croisé, que j'ai lu, que j'ai relu pendant cette année et demie. Donc le personnage Bugeaud est au cœur ici de la focale. Alors peut-être avant d'arriver à Bugeaud et l'Algérie, peut-être quelques mots pour présenter le personnage Bugeaud avant l'Algérie, puisqu'il a 52 ans quand il obtient ses premiers commandements en Algérie. Dans le livre, tu donnes un portrait qui a été rédigé par Charles de Rémusat. Alors Charles de Rémusat, on le connaît à Toulouse puisque c'était le député de la Haute-Garonne sous la monarchie de Juillet, et on a dit parfois que c'était le Saint-Simon de la monarchie de Juillet parce que c'est un bon portraitiste, et là effectivement il nous décrit Bugeaud de façon très, très imagée. Il nous parle d'un homme assez grand, robuste d'apparence, large d'épaules, encore leste dans sa maturité vigoureuse, et qui escalada 2 ou 3 fois la tribune pour faire un peu de mots d'une voix ferme, encore qu'un peu chantante et avec des expressions justes et hasardées, des objections naïvement sensées aux orateurs de la guerre à tout prix ou de la liberté illimitée, puisque Bugeaud est député depuis 1831. Ses cheveux étaient rares et d'un roux blanchâtre, sa figure marquée de la petite vérole était saine et fraîche. Au-dessus d'un front plat et avancé, des yeux à fleur de tête exprimaient l'énergie et même la dureté, quoiqu'un air de franchise et qu'un rire sans malice adoucisse sa physionomie. Il y avait dans sa figure et dans toute sa personne du soldat et du paysan, et un observateur clairvoyant y aurait sans doute reconnu ce qui convient à l'un et à l'autre, la force, le courage, une intelligence qui s'est formée toute seule, un mélange de calcul et de rudesse, de franchise et de finesse, de personnalité et de bonhomie, et un fond de confiance en lui-même qui n'attendait que l'expérience pour se manifester. Donc on voit cette force du personnage qui apparaît ici, cette confiance en lui. Oui. Quel a été son parcours en le situant dans son milieu, dans sa génération, et puis peut-être dans ses convictions, ou en tout cas dans son opportunisme politique. Alors, la question de l'opportunisme, c'est une question importante. Alors, quelques mots. Mon livre, il est centré essentiellement sur les années de l'Algérie, de l'expérience algérienne de Bugeaud. Mais évidemment, je suis revenue en arrière pour camper le personnage. Donc, il est né en 1784. Il est né dans la petite noblesse périgourdine. Et il fait partie de cette génération d'enfants de la Révolution. Mais pas révolutionnaire, de cette génération
dont l'enfance a été bousculée, bouleversée par la Révolution. C'est le cas de Guizot, dont le père a été guillotiné. C'est le cas de Molé aussi. C'est toute cette génération qui arrive au pouvoir dans les années 1830-1840 et qui, par exemple, n'a pas fait d'études et n'a pas, connu le destin auquel ils étaient promis du fait de leur naissance, d'une certaine manière. Alors, pour revenir à Bugeaud, donc son enfance est bousculée, ses parents, pendant la Révolution, son père est emprisonné, son frère part en émigration. Ce sont ses sœurs qui l'éduquent dans leur propriété près de Périgueux. C'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études, et d'ailleurs, au cours de sa carrière, ses pairs, si je puis dire, lui reprocheront d'une certaine manière, et qui, en 1804, s'engage dans l'armée napoléonienne. Il rentre dans une unité qui s'appelle les Vélites, qui était réservée à la noblesse, et là, il commence à lire, à écrire et à se cultiver. Et il participe aux batailles, aux guerres napoléoniennes. Il était à Austerlitz, par exemple. Et dans les lettres qu'il écrit à sa sœur, et c'est un tout jeune homme, il a une vingtaine d'années, il dit son horreur de la guerre. Il va changer d'opinion par la suite. Bon. Et il est blessé en Pologne, et en 1809, si je me souviens bien, il est envoyé sur l'autre grand terrain de la guerre napoléonienne, qu'on oublie un peu, qui sont la guerre d'Espagne. Et là, il prend contact avec un autre type de guerre que celle qui est expérimentée sur les champs de bataille du centre ou du nord de l'Europe. C'est ce qu'on appelle la guérilla. C'est une guerre à laquelle l'armée napoléonienne se heurte à une guerre de partisans, de petits détachements. Et c'est une expérience qui va le marquer. Et lorsqu'il arrive d'ailleurs en Algérie en 1836, il sait d'une certaine manière que c'est ce type de guerre qu'il va affronter. Et cette guerre qu'il a connue en Espagne, eh bien, il l'évoque très souvent. Un certain nombre d'ailleurs de ses officiers disent qu'il l'évoque trop souvent le soir à la veillée. Et ça a joué un rôle dans sa tactique militaire sur le terrain en Algérie. Donc, alors en 1814, lorsque Napoléon revient, il prête allégeance à Napoléon. En 1815, lorsque Louis XVIII revient, bon, il change. Je ne me suis pas trompée là. En 1814, donc il se rallie 3 fois. Ouais, il se rallie 3 fois. Hein. Alors, vous allez me dire, c'est étonnant de se rallier 3 fois, hein, quand Napoléon s'en va, quand Louis XVIII s'en va, enfin bref. Mais en fait, c'est quelque chose qui a été désigné à l'époque. Il y a un dictionnaire qui est paru en 1815 qui s'appelle le dictionnaire des girouettes. Donc de ces gens qui ont changé comme ça d'affiliation pendant ces 2 années-là. Et il y a un historien contemporain qui s'appelle Pierre Cernat, qui a travaillé sur ces retournements de veste. Je crois qu'il ne faut pas y voir quelque chose de moral, mais il faut y voir, je dirais, la nécessité alors lui c'est un officier, il est colonel à cette époque-là, la nécessité pour lui, d'une certaine manière, de s'adapter à une situation qui, quand même, vous l'avouerez, en l'espace d'1 an, change beaucoup. Alors, est-ce que c'est de l'opportunisme ? Pour Pierre Cernat, par exemple, il y voit en fait en gestation le corps de fonctionnaires qui dépasse les affiliations politiques pour servir l'État. Alors, on n'a pas trop de renseignements sur les affiliations, les opinions précises de Bugeaud à cette époque-là, mais on peut l'interpréter de cette manière-là. Mais manque de chance pour lui, en 1815, donc s'étant rallié à Napoléon qui était revenu, etc., il se rallie une dernière fois à Louis XVIII, donc lorsque Louis XVIII revient au pouvoir, mais il ne sera pas, repris dans les cadres de l'armée. Il est mis en demi-solde. Et là aussi, c'est une expérience très importante pour lui. C'est une expérience assez humiliante, voire douloureuse, parce que un certain nombre de ses collègues, eux, ont été réintégrés, si je puis dire,
Et à ce moment-là, donc, il se replie sur ses terres et il mène la vie d'un gentleman farmer. Il rachète le domaine familial, il épouse une femme qui lui permet d'ailleurs de racheter ce domaine, et il se livre à une activité qui est partagée par une partie de la noblesse de cette période-là, qui revient sur ses terres, qui les met en valeur elle-même et qui, d'une certaine manière, participe à la modernisation de l'agriculture. C'est ce qu'il fait en Dordogne, où il acclimate de nouvelles plantes, il crée un comice agricole, donc il s'investit, comme on dirait maintenant, dans l'agriculture. Il est un modernisateur, d'une certaine manière. Puis arrive 1830, et à ce moment-là, il se rallie au régime de Louis-Philippe. Et il devient un pilier, je dirais, de Louis-Philippe. Il devient un pilier de ce régime. Il est nommé général, il est député en 1831, et il va nouer des rapports très étroits avec Louis-Philippe et un certain nombre de ses ministres. Par exemple, en 1832-1833, lorsque la duchesse de Berry tente un coup d'État, elle est arrêtée et on ne peut pas la mettre dans une prison normale. Elle est envoyée dans une forteresse, mais bien équipée, si je puis dire, à Blaye, près de Bordeaux, et c'est lui qui est chargé de diriger cette forteresse. Il est le gouverneur de cette forteresse. C'est pas une anecdote, parce que ça va lui valoir une haine du camp des légitimistes, donc des royalistes opposés à Louis-Philippe. D'autant plus qu'il accepte d'aller jusqu'à assister à l'accouchement de cette duchesse de Berry, qui aura un enfant donc après la mort de son mari, lorsqu'elle mène cette sorte de Vendée contre la monarchie de Juillet. Et Bugeaud, qui est le gardien, ici assiste pour témoigner qu'il y a eu cette naissance légitime. Voilà. Et donc les royalistes vont les légitimistes, la branche aînée va le détester à cause de ce rôle. Alors ça, c'est important à retenir, c'est parce que vous avez déjà une première source, je dirais, d'opposants à Bugeaud, c'est les légitimistes. Et en 1834, eh bien, il commande l'armée qui réprime une émeute républicaine à Paris. À ce moment-là, se déroule ce qu'on appelle l'épisode de la rue Transnonain, où des habitants d'un immeuble ont été massacrés. Et à ce moment-là, il devient pour la gauche le massacreur de la rue Transnonain. Donc vous avez là aussi une autre source d'opposition à Bugeaud, donc détesté, je dirais, sur sa droite, détesté sur sa gauche, et en même temps, pour le régime de Louis-Philippe, c'est un homme solide. C'est un homme à qui on peut demander des missions difficiles. Voilà. Et donc l'Algérie sera une de ces missions difficiles. Son premier passage en Algérie, c'est 1837. 36-37, oui, donc oui. Le premier passage. Et à ce moment-là, l'Algérie est un peu dans une situation d'incertitude. C'est une conquête qui a été entreprise par le régime précédent, et par le régime de Charles X. Et le régime de Louis-Philippe hésite un peu sur les suites à donner à cette conquête. Quelle est la situation en Algérie lors de ce premier passage de Bugeaud? Quelles sont les forces d'opposition qui s'opposent aux Français à cette date? Alors en 1836, effectivement, il faut imaginer que les Français ne sont présents que sur certains points des côtes, autour d'Oran, autour d'Alger et quelques points. Et jusqu'en 1836, le sort de l'Algérie, pour le côté français, n'est pas véritablement tranché. Il y a eu deux commissions qui ont siégé en 1833 et 1834 pour savoir ce qu'on allait faire de l'Algérie. Finalement, on s'est mis d'accord. On allait faire ce qu'on appelle une occupation restreinte, c'est-à-dire se contenter d'une occupation sur les côtes et puis voir par la suite. Sauf que, dès 1830 et surtout dès 1832, les Français vont rencontrer une résistance très forte, menée en particulier par Abdelkader, surtout à l'ouest du territoire. Et à partir de là, on entre, je dirais, dans un cycle de guerre
perpétuelle. Ça veut dire que Abdelkader, s'appuyant sur des hommes qu'il a recrutés, j'y reviendrai tout à l'heure, mais aussi sur des tribus ralliées qui vont combattre sous sa bannière, oppose une résistance très forte à l'armée française qui, en même temps, pour réprimer cette résistance, rentre dans le territoire. C'est ça aussi. On a une espèce de pénétration, si vous voulez, qui se déroule pendant cette période-là. Et en 1836, on envoie Bugeaud pour une mission, je dirais, très ponctuelle. L'armée française, une partie de l'armée française est bloquée à l'ouest du territoire, sur l'embouchure de la rivière qui s'appelle, enfin du petit fleuve qui s'appelle la Tafna, et il faut, débloquer cette situation. Donc il débarque avec ses troupes, et en l'espace de quelques semaines, il remporte une victoire, la victoire de la SICAC, sur Abdelkader. Et là, je dirais que il ajoute, je dirais, à son palmarès un point important, puisque face au régime, il montre là sa valeur militaire, sa valeur guerrière, qu'il n'a pas encore véritablement démontrée. Donc on le renvoie en 1837 pour négocier un traité avec Abdelkader, qui s'appelle le traité de la Tafna, où il s'agit de nouer, je dirais, une paix que l'on sait d'ailleurs de chaque côté complètement provisoire, et qui délimiterait d'une certaine manière les zones d'influence entre Abdelkader et le gouvernement français, ou l'armée française. Ce traité de la Tafna, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça a démontré aussi, le côté emporté de Bugeaud, puisqu'il a outrepassé les ordres qui lui avaient été donnés par le ministre de tutelle. Les limites n'ont pas été véritablement bien fixées, et ça a suscité beaucoup plus de débats et de dégâts, si je puis dire, que de résoudre la situation. Donc c'est, je dirais, à partir de ce traité de la Tafna que j'ai commencé à me poser la question, de me dire, mais pourquoi on le renvoie en 1841, puisqu'on a tellement discuté de ce fameux traité de la Tafna qui n'a pas résolu la situation. Et c'est à partir de là, si vous voulez, que j'ai commencé à réfléchir sur le cas Bugeaud. Parce que comment cet homme, qui a suscité des oppositions, qui au Parlement aussi, Rémusat en parle, se montrait très emporté, qui faisait des discours fleuves, Rémusat parle, pouvait grimper les marches pour aller voir le président de séance, etc. Donc un personnage un peu borderline d'une certaine manière. Celui qui en parle très bien aussi, c'est Guizot, qui le renvoie justement en Algérie en 1841. Guizot qui dit c'est quelqu'un de difficile, avec qui on a du mal à traiter, mais c'est aussi quelqu'un sur lequel on peut compter, parce que c'est un homme fidèle à ce régime qui lui a donné la chance de réaliser l'ambition qui avait été, je dirais, frustrée en 1815. Alors, effectivement, on leur renvoie, malgré ces réserves qu'a suscité le premier passage en 1841. Et il y a un point que j'ai trouvé très intéressant dans le livre. Tu poses la question, en fait, que sait Bugeaud de l'Algérie en 1841 ? Que savent les Français de ce territoire en 1841 ? Et ça, je trouve que c'est très important parce que l'histoire militaire laisse des traces, mais reconstituer les mentalités, les façons de voir, qu'est-ce qu'on peut dire de la façon dont un homme comme Bugeaud pouvait regarder l'Algérie, pouvait regarder son rival Abdelkader, quels étaient les éléments à ce moment-là Alors, quand il va en 1841, il connaît très peu l'Algérie. Il connaît surtout l'ouest de l'Algérie, où il a combattu en 1836 et réalisé aussi le traité de la Tafna. C'est quelqu'un qui partage, je dirais, les stéréotypes qu'on pouvait avoir sur les Algériens à cette époque-là.
C'est-à-dire que c'est une population qui ne connaît pas, évidemment, dont il ne parle évidemment pas la langue, puis ce n'est pas le problème pour lui d'apprendre la langue. Vous avez des officiers qui ont appris l'arabe, en particulier la Mauricière, Domas et autres, des gens qui se sont intéressés à l'Algérie et aux Algériens. Lui, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est comment venir à bout de la résistance opposée par les Algériens à la conquête française. Et peut-être me trompais-je, mais je n'ai pas vu dans ces lettres, j'en ai lu, je vous ai dit, des centaines et des centaines, un grand intérêt pour l'Algérie en elle-même ou pour les Algériens. Et même pour le passé de l'Algérie. Vous avez en Algérie, on le sait, beaucoup de témoignages de la Rome antique. Et bon, c'est pas son problème de les conserver ou pas. D'autres officiers sont beaucoup plus sensibles, je dirais, à ce passé romain et vont tenter de le préserver. Alors, sur Abdelkader, je dirais que son opinion a évolué. Quand il arrive en 1836-1837, il est un peu, comme beaucoup de ses contemporains, dans une espèce d'image à la fois idéalisée et, occidentalisée d'Abdelkader. Idéalisée, pourquoi ? Parce qu'on voit en France quelqu'un de combatif, on souligne son élégance, son érudition, c'est un grand chef, etc. Mais en même temps, je dis occidentalisé parce que, par exemple, Bugeaud pense, en 1836-1837, que d'une certaine manière, l'Algérie peut être, entre guillemets, civilisable autrement que par la guerre. Et que, par exemple, si les Français s'implantent, nouent de bons rapports avec les Algériens, et en particulier Abdelkader, si on développe l'agriculture dans la partie française, qu'on montre l'exemple, d'une certaine manière, eh bien, on pourrait nouer des contacts d'une autre manière avec Abdelkader ou avec les Algériens. Quand il y revient en 1841, il ne pense plus du tout cette chose-là. Hein. Pour lui, à ce moment-là, la seule solution, c'est d'en venir à bout d'Abdelkader et de la résistance. Alors, vis-à-vis d'Abdelkader, il l'a rencontré une fois, je crois que c'est en 1836. Il le décrit comme, donc, de façon sympathique tout d'abord, et puis il y a un geste, assez révélateur. Ils discutent assis et à un moment donné, Abdelkader, l'entrevue se termine, Bugeaud se lève, Abdelkader ne se lève pas et lui tend la main et prend Abdelkader pour montrer, je dirais, la faiblesse de l'homme, mais en même temps pour lui aussi d'affirmer sa puissance. Vous imaginez donc Bugeaud qui était un homme grand, massif, Abdelkader qui était un homme, semble-t-il, plus fluet. Vous avez un rapport ici, là, je dirais, d'homme à homme, mais au-delà d'homme à homme aussi de civilisation, une sorte de contact inégal entre deux civilisations qui se rencontrent. Je pensais à Donald Trump quand il a pris la main d'Emmanuel Macron, c'est un peu le même rapport peut-être. d'imposer sa force. Il l'a quand même pas soulevé. Mais juste pour terminer sur Abdelkader, il faut savoir qu'Abdelkader a suscité dès cette époque-là beaucoup de curiosité en France. Hein. Et on souligne donc son aspect chevaleresque, grand seigneur, son érudition. Vous avez donc l'officier qui s'appelait Domas, qui l'a rencontré à plusieurs reprises, puisque c'était une sorte d'ambassadeur dans la fin des années 1830, et qui a même publié un livre où il publie des lettres qu'il a échangées avec Abdelkader. Donc vous avez déjà, à cette époque-là, pour une certaine partie des intellectuels en France, vous allez me dire, oui, des intellectuels en France, une sorte de fascination aussi pour Abdelkader, qui commence cette année-là. En même temps,
qu'on le voit comme un ennemi irréductible et auquel il faut s'affronter. Donc ça sera l'objet de la mission qui commence en 1841. C'est un Bugeaud chef de guerre. Ce Bugeaud chef de guerre, comment est-ce qu'il se comporte avec ses officiers, avec ses troupes? Quel est le rapport qu'il a avec cette armée d'Afrique, qui est une armée importante, Oui. qui s'est renforcée tout au long des années de la conquête? Alors, c'est une armée puissante, puisque quand il part, il aura sous ses ordres près de 100 000 hommes, ce qui pour l'époque est énorme et qui n'a cessé de croître. Et d'ailleurs, Bugeaud, chaque année, demande une augmentation des effectifs qui lui est accordée. Ce n'est pas toujours facile, mais qui lui est accordée. Alors, c'est une armée qui, lorsqu'il arrive, est d'une certaine manière aguerrie, puisque ça fait 11 ans que ce qu'on appelle l'armée d'Afrique est déployée en Algérie. C'est une armée qui est surtout constituée de conscrits, en particulier des gens qui ont tiré ce qu'on appelait le mauvais numéro. C'est une armée où les conditions de vie des soldats est très, très difficiles. C'est une armée qui est encadrée aussi par toute une cohorte d'officiers, pas tous les cités, mais avec lesquels Bugeaud noue des rapports, je dirais, inégaux. Certains de ces officiers qui sortent par exemple de Polytechnique, qui sont comme Lamoricière, influencés par le saint-simonisme, qui joue un rôle très important à cette époque-là en Algérie, Lamoricière qui est présent en Algérie depuis bien plus longtemps que Bugeaud, et avec lesquels il va rentrer de plus en plus en conflit au fur et à mesure que Lamoricière, je dirais, prend de l'ampleur. Je pense aussi, il s'affronte par exemple à un autre officier général qui s'appelait Changarnier, qui d'ailleurs démissionne, je crois, en 1843. Il y a des rapports assez parfois difficiles parce que c'est quelqu'un d'extrêmement, cassant, d'extrêmement directif et visiblement, il a en face de lui aussi des gens qui ne se laissent pas faire. Parmi ces personnages qui l'entourent, donc il y a un personnage un peu étonnant que tu évoques, c'est le fameux Youssouf. Oui. Qui fait partie aussi de cette... Alors, ce Youssouf, donc, c'est un... L'origine était extrêmement confuse de ce personnage. Est-il italien, grec, etc., qui va commencer à faire ses armes dès le début des années 1830. C'est pas son nom, Youssouf, c'est Vanini ou quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement. Et c'est aussi quelqu'un qui est d'une certaine manière un des précurseurs de l'usage de la razzia par l'armée d'Afrique. Voilà. Et avec les soldats, on connaît la chanson sur la casquette du père Bugeaud. Hein. Quel était le lien entre Bugeaud et les hommes de troupes, hein? Alors, la tactique de Bugeaud, c'était de se dire, donc nous avons affaire à une guérilla, d'une certaine manière. Ce n'est pas la grande guerre telle que toute la génération élevée dans le culte de Napoléon pouvait imaginer. Et donc, il faut rendre le soldat mobile, rapide, capable de pouvoir se déplacer rapidement sur le territoire. Et donc, il a commencé par se délester sur le plan de l'artillerie, délester aussi le soldat de son attirail, et il se disait très préoccupé par le sort du soldat. Alors, c'est aussi quelqu'un qui avait le grand souci de la propagande personnelle. Et donc, c'est quelqu'un qui se montrait, dit-on, familier auprès des soldats. Alors, il y a plein d'anecdotes. À un moment donné, il voit des soldats qui sont en train de faucher un prêt et il dit « Mais non, mais vous ne savez pas ça, regardez ». Il prend la faux et il se met à faucher comme ça parce que lui est un agriculteur, il sait comment il faut faire. Donc, c'est quelqu'un qui se veut proche du soldat et il entretient donc
ce que j'appellerais, oui, une propagande auprès de ces soldats qui, pour certains, ont écrit par la suite des mémoires avec un souvenir très, très ému de Bugeaud. Donc, cette chanson de la casquette, elle témoigne, si vous voulez, de cette proximité voulue par Bugeaud entre lui-même et la troupe. Parce qu'il combattait aussi. C'est pas quelqu'un, oui, ça c'est important, c'est pas quelqu'un qui est resté à Alger pour administrer le territoire. Il est monté à cheval et il a combattu parfois pendant plusieurs mois à la tête de ses troupes. Et là, à ce moment-là, c'est vraiment le moment où on rentre dans cette logique de guerre totale, donc celle qui va marquer durablement les esprits et qui, aujourd'hui encore, donc fait l'objet de retour de mémoire. Cette guerre totale, c'est d'abord une guerre de razzia. Tu as employé le mot tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est la guerre de razzia? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, c'est un terme que les Français empruntent d'ailleurs aux Algériens eux-mêmes. Donc, ce type de tactique avait été utilisée dès les années 1832, etc., par Youssouf. Alors, je dirais que c'est une tactique qui est très, très ancienne, en fait. Il s'agit de quoi dans le cadre de l'Algérie? Il s'agissait, en fait, de couper Abdelkader de son soutien populaire, d'une certaine manière. Puisque Abdelkader avait une armée, entre guillemets, régulière assez limitée, mais il pouvait compter sur le renfort des populations locales, de ce qu'on appelait les tribus, qui le fournissaient à la fois en hommes et en ravitaillement. Donc il fallait couper ce soutien. Et alors la razzia, elle a été décrite par les officiers eux-mêmes. C'était par exemple une tribu qui s'était ralliée à Abdelkader, aller dans son village ou dans son campement, semer la terreur, tuer un certain nombre de gens, faire des prisonniers, mais surtout aller chercher dans les silos les récoltes de la tribu, couper les arbres et, je dirais, chasser la population, la tribu de son village, de son lieu, etc. Donc c'est une politique de terreur, en fait, cette razzia. Et elle a été menée, je dirais, de façon étendue, à partir de 1841, 1842 et par la suite. Avec l'objectif de ces razzias, c'était à la fois de couper, donc comme je l'ai dit, le soutien des populations à Abdelkader, mais c'était aussi de rallier une partie des notables aux armées françaises. Ça, c'est aussi un aspect qu'on a assez peu vu, ce qu'on appelle la soumission, entre guillemets. L'objectif, en fait, de Bugeaud en 1841, celui qui lui est fixé par son ministre, c'est en finir avec Abdelkader, donc obtenir sa rémission, pas sa démission, sa reddition, mais c'est aussi, je dirais, soumettre les populations et soumettre en partie des notables qui se rallieraient à l'armée française. Il y a en particulier des tribus qu'on appelle les Douer Esmella qui s'étaient ralliées dès les années 1830 aux Français. Parce qu'il faut bien comprendre que l'administration française en Algérie ne pouvait pas fonctionner pour encadrer les populations locales sans l'appui de ces notables locaux qu'il fallait rallier. Alors, comme le ralliement ne pouvait pas se faire par la seule conviction, eh bien, la terreur pouvait être utilisée.
François Maspero, il y a une vingtaine d'années, peut-être plus, avait publié un ouvrage sur Saint-Arnaud, un des officiers de cette période, dans lequel il citait beaucoup de lettres de Saint-Arnaud. Et là, on voyait effectivement cette violence pratiquée au quotidien. Tu cites aussi un extrait de cette correspondance de Saint-Arnaud quand tu évoques les infumades du Dara, qui sont un des aspects les plus violents de cette guerre totale. Alors je cite l'extrait de cette lettre écrite par Saint-Arnaud, donc un jeune officier à son frère. Il dit, donc parlant de ces grottes où s'étaient réfugiées des populations algériennes, je fais hermétiquement boucher toutes les issues et je fais un vaste cimetière. La terre couvrira jamais les cadavres de ces fanatiques. Personne n'est descendu dans les cavernes. Il n'y a que moi qui sais qu'il y a là-dessous 500 brigands qui n'égorgeront plus les Français. Un rapport confidentiel a tout dit au maréchal, simplement, sans poésie terrible ni image. Frère, personne n'est bon par goût et par nature comme moi. Du 8 au 12, j'ai été malade, mais ma conscience ne me reproche rien. J'ai fait mon devoir de chef et demain je recommencerai. Mais j'ai pris l'Afrique en dégoût. Donc là, est-ce que tu peux revenir sur cet épisode ? Oui, alors c'est les épisodes des enfumades qu'il y a eu en 1844 et en 1845 sur les tribus de l'Ouest algérien qui, là, s'étaient soulevées à l'appel, non pas d'Abdelkader, mais d'un chef autoproclamé qui s'appelait Boumaza, pour résister contre Abdelkader, parce que la résistance aux troupes françaises, c'est pas seulement Abdelkader. Et en 1844 et en 1845, les officiers, dans le premier cas, c'était Cavaignac, ensuite ça a été Pélissier, puis Saint-Arnaud, c'était les Emmurades, je crois, avaient acculé les populations dans des grottes et bouché ces grottes avec des branches, des broussailles, etc., et donc avait fait périr les populations qui étaient dans ces grottes. Alors c'était une population civile, pas des combattants, des femmes, des enfants, des vieillards. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces enfumades, surtout celles de 1845, ont provoqué en France un véritable tollé. C'est-à-dire qu'elles ont été, celles de 1845, elles ont été connues assez rapidement. La presse s'en est emparée, la presse française, mais aussi la presse étrangère, la presse espagnole, la presse britannique. Et on a dénoncé là ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des crimes de guerre. Mais Bugeaud en a porté la responsabilité, même si je pense qu'il n'a pas donné l'ordre formellement de ces choses-là. Il en a porté la responsabilité. Il en a assumé la responsabilité. Et il y a eu tout un échange de lettres, en particulier avec le ministre de la guerre, donc qui s'appelle Soult, qui lui dit, pourtant Soult c'était un dur à cuire, c'est lui qui dirigeait en particulier l'armée en Espagne pendant les guerres napoléoniennes, qui lui a dit, mais avec ces méthodes, je le plagie, ne va-t-on pas nourrir la haine et le ressentiment dans les générations suivantes ? Et Bugeaud dit en gros que c'est le seul moyen qu'ils ont à leur disposition pour en finir avec cette résistance et soumettre les populations. Alors, mais je tenais aussi à souligner donc le scandale, d'une certaine manière, que ces méthodes ont suscité en France. Et en particulier, j'ai mis les lettres d'élèves de Louis le Grand, si je me souviens bien, qui protestent contre ces méthodes. Mais ce qui ne veut pas dire que les critiques qui ont été faites contre Bugeaud à cette époque-là, c'était viser la colonisation, la conquête en elle-même. C'est pas ça qui était critiqué. C'était la méthode utilisée. En gros, on va trop loin avec cette méthode-là. Bon, on ne disait pas comment on pouvait faire, mais voilà. Donc c'est des choses qui ont secoué, je dirais, l'opinion pendant ces années-là et qui ont aussi aliéné encore plus l'opinion à Bugeaud.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une spécificité de la violence coloniale à travers cette guerre totale? Est-ce que cette violence extrême, on les trouverait dans d'autres guerres du 19e siècle, et en particulier pendant cette guerre d'Espagne qui a été très dure aussi? Ou est-ce que le fait qu'on soit face à des populations coloniales fait que tous les filtres sautent ici? Je ne suis pas spécialiste de la guerre. Je sais qu'en Espagne, il faut penser au tableau de Goya, qui montre donc des gens qui ont été fusillés comme ça de façon, rapide et définitive, enfin, dans le jugement. Je pense qu'effectivement, le fait qu'on considérait en France que l'Algérie, les Algériens, n'étaient pas des barbares, c'était pas des sauvages, c'était des populations civilisables d'une certaine manière, et c'était des populations à conquérir, et certainement que peut-être, comme tu dis, les freins ont sauté. Ceci dit, si on remonte dans l'histoire, ce que les Français ont fait dans le Palatinat au XVIIe siècle, si on se promène à Heidelberg par exemple, où il y a encore les ruines causées par l'armée française, on peut se dire que ces violences coloniales, ces crimes, on peut appeler ça ces crimes, ont des antécédents. Alors évidemment, c'est un vaste débat, ça, de savoir en quoi, je dirais, ces violences perpétrées pendant la conquête de l'Algérie ont quelque chose de spécifique. Alors, c'est très difficile de parler de la démographie de l'époque parce que les sources... Mais est-ce qu'il y a des estimations sur le coût humain de la conquête pour ces populations algériennes? Oui, un démographe et historien, Kamel Kateb, a fait une estimation et il estime que si on se reporte à 1870, cela aurait coûté, entre guillemets, à l'Algérie 825 000 morts. Alors, pas seulement des gens morts sur le terrain, mais jusqu'en 1870. Il y a eu aussi la conquête de la Kabylie, des Aurès après la période que j'étudie. Il met dans ces 825 000 morts les épidémies, les famines, en particulier dans les années 1860. Il est très difficile de savoir combien il y avait d'Algériens en 1830. 3 millions, 4 millions, 5 millions. En tout cas, on voit qu'il y a là un coût énorme et que la guerre, les effets de la guerre ne sont pas seulement les effets militaires, mais il faut voir donc des populations ruinées par cette conquête, donc avec des famines et des épidémies, des populations aussi qui ont été déplacées aussi dès cette période-là. Les Français sont très préoccupés, en particulier par ce qu'ils appellent les migrations des tribus, ces tribus donc qui quittent leur territoire et qui essayent de trouver une place autre part, donc avec un effet de domino que vous pouvez imaginer. Donc vous avez en fait une désorganisation en profondeur de la société algérienne, dans les villes, dans les campagnes, dès cette époque-là. Alors, la devise de Bugeaud, c'était Nc et Aratro, donc par l'épée, par la charrue. On a beaucoup évoqué l'épée à travers ces guerres totales. Le côté de la charrue, de la colonisation agricole, il a aussi des idées sur cette mise en place de la colonisation agricole. Comment est-ce qu'il voit les choses sur ce futur colonial de l'Algérie? Alors, la mission qui lui est confiée en 1841, c'est donc d'une part de venir à bout de la résistance des Algériens, mais aussi de se livrer à ce que l'on appelle la colonisation agricole. La colonisation agricole, c'est-à-dire implanter des colons qui viennent d'Europe, de France, mais pas uniquement, et faire ce qu'on appelle la mise en valeur du territoire. Il y avait eu déjà des expériences qui avaient été tentées dans les années 1830, mais une des missions donc affectées à Bugeaud, c'était d'étendre cette colonisation.
Alors, si Bugeaud et son administration étaient d'accord sur le fait de se livrer à ce qu'on appelait la colonisation. À cette époque-là, colonisation, c'est bien ça. Hein, c'est l'appropriation des terres et la mise en valeur par des colons venus d'ailleurs. Donc l'administration française et Bugeaud étaient d'accord pour coloniser. Ils n'étaient pas d'accord sur la manière de se livrer à cette colonisation. Bugeaud, lui, était favorable à ce qu'il appelait la colonisation militaire. Il y revient à plusieurs reprises en disant il faut confier aux soldats le soin de cette colonisation. On va donc créer des villages et on attribuera les terres aux anciens soldats ou aux soldats volontaires qui, après avoir fait leur temps en Algérie, s'installeront sur ces terres. Mais l'administration n'a pas ça en tête. Pour l'administration française, le but, c'est de faire venir des colons de France. C'est une volonté de peuplement de l'Algérie. Donc de faire venir des colons de France, et de France ou d'ailleurs, d'Allemagne, puisque les Allemands étaient réputés pour être de bons colons. Les Suisses aussi, vous voyez déjà les stéréotypes. Bon. Donc de faire venir des colons, de leur attribuer des terres et de leur donner la possibilité donc de s'installer en Algérie. Et donc à partir des années 1840, on voit apparaître des villages de colonisation. Donc je parlais de Draria qui est à 10 km d'Alger, mais tout autour d'Alger, donc des villages de colonisation qui sont des villages dont les terres ont été soit séquestrées aux populations algériennes, soit elles ont été expropriées. Donc, et ensuite, sur ces terres, on va implanter des colons, leur distribuant des parcelles, à eux ensuite de les mettre en culture. Et au bout d'un certain temps, la propriété leur reviendra. Donc vous avez un début de colonisation agricole autour d'Alger qui se profile pendant ces années-là, et un peu moins, je dirais, du côté d'Oran aussi dans cette période-là. Mais le conflit ne va cesser de croître entre Bugeaud, qui s'en tient à son idée de colonisation militaire, et l'administration qui, elle, poussée en particulier par de puissants intérêts en France, cherche au contraire une colonisation qu'on appelle une colonisation civile. Alors, la fin du livre, l'épilogue va ouvrir sur les enjeux de mémoire. Donc, après avoir raconté l'histoire de Bugeaud, alors Bugeaud meurt en 1849, donc choléra. Peu après la proclamation de la Deuxième République, qu'il était prêt à servir, hein, et commencer un ralliement, semble-t-il, à Louis-Napoléon Bonaparte. Oui. En 1849. Donc le temps qui va suivre, c'est d'abord le temps de la célébration du personnage. La deuxième moitié du 19e siècle, on pourrait dire, va construire au propre et au figuré la statue de Bugeaud. Alors quelle est l'image qu'on s'efforce de donner de lui dans cette période de la fin du 19e siècle, et à partir de quand cette image va-t-elle être écornée ou en tout cas remise en cause ? Alors, il meurt en 1849, je dirais pas en pleine jeunesse, mais en pleine activité, puisqu'il a repris un commandement et il s'est rallié au régime de Louis-Napoléon Bonaparte. Je fais juste un petit retour en arrière. Lorsque la révolution de 1848 éclate, il va voir Louis-Philippe et il lui fait des offres de service pour réprimer donc la révolution de 1848, avec sa méthode à lui, je dirais très, très militaire, offres de services qui vont être refusées par Louis-Philippe, qui, je dirais, jette l'éponge ou le gant, enfin l'éponge plutôt, et s'en va. Et là, je voulais quand même, avant d'arriver à la question de la mémoire, ce qui m'a aussi beaucoup intéressée, c'est la continuité, je dirais, de ce Bugeaud de la rue Transnonain, des Enfumades, et aussi de son dernier livre qui s'appelle la guerre des rues et des villes, qui est en fait une espèce de manuel de contre-insurrection. En fait, ce qui guide Bugeaud,
c'est un souci d'ordre. Et l'ordre, pour lui, c'est un militaire, ne peut être exercé que de façon, je dirais, guerrière. Aussi bien pour la résolution des conflits civils sur le territoire français que de l'autre côté de l'Algérie. Enfin, de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie. C'est un souci d'ailleurs qui est partagé par un certain nombre de ces officiers qu'on va retrouver aussi, Cavaignac par exemple, comme réprimant les révoltes de 1848. Alors pour la question de la mémoire, je dirais que Bugeaud est devenu, surtout je dirais sous la Troisième République, une figure importante parce qu'il est le grand conquérant. Il est celui qui incarne la conquête française de l'Algérie. Et effectivement, on assiste à un mouvement de patrimonialisation, de mémoire. Il y a des statues qui lui sont consacrées, en particulier à Périgueux, mais un peu dans d'autres villes, des squares, des places, des rues. C'est une image qui va conserver, qu'on retrouve par exemple dans les manuels scolaires. La personnalité de Bugeaud est souvent évoquée. Il y a un bateau aussi qui s'appelle Bugeaud. Enfin, ça fait partie de ce qu'on appelait à l'époque les gloires coloniales. Alors ces gloires coloniales, la figure de Bugeaud va être évoquée par exemple lors du centenaire de l'Algérie en 1830, que tu connais bien. Elle va être célébrée aussi, cette mémoire de Bugeaud, pendant Vichy, par un autre maréchal, au moment de la glorification de l'Empire. Mais j'ai remarqué aussi que dès 1930, Charles-André Julien écrit un texte très critique sur Bugeaud, où il démolit, je dirais, la statue de Bugeaud. Et puis, il y a, après la Seconde Guerre mondiale, et ça, je me réfère à une thèse qui a été publiée, enfin pas publiée, qui a été rédigée sur Bugeaud. Il y a une sorte d'effacement de la mémoire de Bugeaud. Peut-être parce que recouverte par la guerre d'Algérie, et aussi parce que dans les années 70, 80, 90, l'histoire coloniale s'effaçait un peu de notre mémoire collective, même aussi dans les manuels et autres. Et puis, la mémoire de Bugeaud reparaît, mais de façon, je dirais, pas positive, comme au XIXe siècle, quand il y a ce retour sur le moment colonial, ce retour critique que l'on voit émerger à partir des années 2000 sur le temps colonial. Et là, évidemment, les statues de Bugeaud, les rues Bugeaud, font problème, font débat. Alors, j'ai très rapidement évoqué quelques exemples, celui de Périgueux, parce qu'en plus, à Périgueux, Bugeaud, c'est une figure, contestée, parce que c'est à la fois une gloire locale, c'est celui qui a participé à la modernisation de l'agriculture locale, et en même temps, d'autres, je dirais, personnalités s'en tiennent à son passage en Algérie et au cortège de crimes que l'on a évoqué tout à l'heure. Donc il y a eu tout un débat sur mais que faire de la statue de Bugeaud sur une des places donc de Périgueux. Et puis finalement, on a trouvé la solution. Et je trouve que c'est la bonne solution. Il ne s'agit pas de la mettre à bas. De la même manière qu'il ne s'agit pas d'éradiquer notre passé colonial. Mais on a mis autour de la statue de Bugeaud un résumé, si vous voulez, de son action en Algérie. La même chose s'est posée à Lyon. À Lyon, il y a, je crois dans le premier arrondissement, une statue d'un des soldats de Bugeaud qui s'appelle le soldat Blanjean.
le sergent Blandan. Ce sergent Blandan, c'est un sergent qui est mort en 1842, donc en Algérie. Bugeaud, très rapidement, en a fait une sorte de figure. Il a créé autour de lui une sorte de culte. Il a fait tout un travail de propagande, si vous voulez, pour exalter l'armée d'Afrique. Et donc, la municipalité s'est demandé, mais que faire de la statue de Blandan ? Et donc, il y a eu tout un travail qui a été fait par la municipalité auprès des habitants, des historiens, des sociologues, etc. Il y a eu des tas de réunions, il y a eu une sorte de petit colloque. Est-ce qu'on va enlever cette statue ? Ben non, on va pas l'enlever, mais on va faire la même chose. Ça veut dire qu'on va expliquer ce qu'était finalement la conquête de l'Algérie. Et je trouve que c'est une bonne manière de s'approprier notre passé. Pas d'éradication, pas d'oubli, mais de le contextualiser, de l'historiciser pour pouvoir le mémoriser d'une certaine manière et le transmettre. Merci beaucoup. Je suis content que tu aies parlé de Charles-André Julien parce que je pense que c'est un historien important. Cette année, une de mes étudiantes de master essaie d'en faire une biographie intellectuelle parfait. Parce qu'il a laissé un fonds d'archives important à la Fondation nationale des sciences politiques. Il y a beaucoup de cartons qui montrent à la fois son travail d'historien et de militant, oui. Puisqu'il était à la SFIO. Bien, écoute, merci beaucoup Colette pour cette présentation. Je crois qu'elle a montré les axes du livre et on peut donner la parole au public si certains ont des précisions à demander, des réactions par rapport à ces quelques éléments qu'on a pu mettre ici en avant. Enfin, je vous remercie beaucoup parce que c'était extrêmement clair pour moi qui suis novice. Enfin voilà, c'était passionnant. Merci. J'ai beaucoup aimé aussi quand vous parlez de première guerre d'Algérie et deuxième guerre d'Algérie. Ça devrait rentrer dans... Enfin, ça devrait être énoncé de cette manière-là, parce qu'en effet, il y en a deux. Oui. Voilà, et je me dis que sur la question de la mémoire, c'est extrêmement important. Il ne faudrait pas effacer parce que il y a... Enfin voilà, c'était au milieu des villages. Enfin, ça permet de comprendre aussi les mentalités de l'époque, comment s'est mis en place cette colonisation. Et est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, donc de la même façon qu'il y a cet entour de la statue en précisant la place de cette personne, il ne pourrait pas y avoir, je ne sais pas, une statue d'Abdelkader ou quelque chose qui fasse référence en tout cas, qui puisse faire contrepoids pour voilà, parler aussi de ces massacres, de ces enfumades. Voilà, ça pourrait aussi être une manière de contrebalancer. Alors, première guerre, deuxième guerre, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas la seule à travailler. Il y a eu Alain Ruscio, qui était un historien, qui a publié aussi un livre sur la conquête. Lui, il l'a mené, si je puis dire, jusqu'en 1857, je crois. C'est un gros livre. Donc, on travaille beaucoup sur cet aspect-là maintenant. Et c'est rentré aussi dans les programmes de lycée, de collège et de lycée. Ça veut dire que c'était rapidement évoqué quand j'étais prof, par exemple. D'ailleurs, je me souviens pas même, on disait juste les Français ont débarqué en 1830, voilà. Et puis paf, boum, on arrivait à la guerre d'Algérie sans véritable. Alors que maintenant, vous avez une section qui s'appelle les sociétés coloniales, où on revient sur la conquête, les modalités de la conquête, mais aussi les aspects sociaux. Et donc ça a été développé dans l'enseignement. Alors, je sais qu'à Marseille, ils ont débaptisé je ne sais pas si on dit comme ça, on va le dire, débaptisé la rue Bugeaud et ils l'ont appelée du nom d'un tirailleur algérien qui a participé
au débarquement de 1944, donc de l'armée française, hein, mais c'était un tirailleur algérien. Alors, très franchement, je ne sais pas si c'est en France où il faut mettre une statue d'Abdelkader. Là, je dirais que c'est une histoire algérienne. Voilà. Mais je crois que notre objectif à nous, en tout cas nous les historiens, les historiennes, c'est de revenir sur cette histoire et de la transmettre à un public qui n'est pas historien. C'est d'ailleurs l'objectif du livre et de la maison d'édition qui fait appel à des historiens et qui leur demande, et je peux vous dire que c'est pas facile quand on est universitaire, de faire simple, clair, et en même temps il faut que ça soit toujours érudit. Ça veut dire que c'est appuyé par tout un appareil de notes que les lecteurs ne lisent peut-être pas, mais que les collègues évidemment lisent. Et c'est même une des premières choses qu'ils commencent par regarder, c'est les notes pour savoir comment on a fabriqué tout ça. En Algérie, les mémoires des enfumades, c'est quelque chose qui est important. Et les enfumades de 1847. De 45, donc dans le Dara, c'est un massif qui est donc à l'ouest de l'Algérie. Les enfumades de 1845, il y a là où la grotte, ça s'est passé dans une grotte, ça a été patrimonialisé et vous avez des visites, vous avez une plaque, etc. C'est quelque chose qui est resté dans la mémoire et qui est rentré dans l'histoire algérienne. Et je citais aussi en conclusion Bugeaud est devenu, c'est un humoriste dont peut-être vous vous souvenez, qui s'appelait Félag, qui racontait que sa mère disait attention, si t'es pas sage, Bijou, il va venir, il va te donner une gifle ou je sais pas quoi. Donc Bijou, etc. C'était un peu le père Fouettard. Donc ça veut dire aussi la mémoire que ça a laissé chez les Algériens. Sans compter que Bigard après. Général Bigard, c'est ça ? Bijard, voilà. Bijard, vous voyez, il y a eu certainement des choses qui se sont mêlées dans cette mémoire, la première, la seconde. Et puis aussi, si j'avais eu le temps de le faire dans le livre, mais bon, j'avais un format, c'est que cette guerre contre Abdelkader, elle s'est surtout située à l'ouest, donc dans le Loire-Seny, dans le Dara. Et c'est aussi un des hauts lieux de la guerre pendant la seconde guerre d'Algérie. Et c'est en fait les mêmes populations qui, 130 ou 120 années après, si vous voulez, se sont soulevées aussi. Et vous avez des lieux d'ailleurs qui sont les mêmes, hein, entre la Première Guerre et la Deuxième Guerre. Alors, c'est moi qui appelle ça Première Guerre d'Algérie, Deuxième Guerre d'Algérie. Je ne sais pas si c'est un terme qui aujourd'hui... c'est des choses qu'on entend, effectivement. Mais des guerres de conquête, il y en a eu par la suite ailleurs, en particulier en Indochine aussi, hein. En Afrique subsaharienne, avec peut-être un déploiement moins spectaculaire de troupes, parce que là, il y avait quand même 100 000 hommes. Mais disons que ça a été peut-être le début de ces conquêtes coloniales à la française. Je me rappelle, j'avais trouvé pour la période de la Deuxième Guerre mondiale un dossier sur un événement qui avait eu lieu à Zeralda, qui est une commune à côté d'Alger. Le maire avait organisé une rafle sur la plage, parce que la plage était interdite aux Algériens, et il avait interné une trentaine de personnes dans sa prison, dans une prison qui était sous la mairie. Et dans la nuit, une vingtaine de personnes sont mortes par asphyxie. Et dans les rapports des services de renseignement à l'époque, on disait que les populations algériennes faisaient le rapport entre l'asphyxie et les infumades. Donc la mémoire des infumades était dans la mémoire collective, y compris pendant la période coloniale, comme une contre-mémoire, mais qui là ressurgissait dans une situation dramatique. Oui, il y a aussi des ancêtres des anthropologues qui, à la fin du XIXe siècle, ont recueilli aussi des chants, des poèmes qui
faisait référence à ces enfumades ou à d'autres épisodes de la conquête. Là, il y aurait tout un travail à faire, mais là, nos collègues algériens, sur cette mémoire de cette première guerre d'Algérie, je pense qu'il y aurait un beau terrain à faire, là, un beau travail à faire, donc depuis la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours. Mais ça, c'est pas à moi de le faire, là. Il y a une question ici. Oui. Oui, ma question portait sur la mémoire de Bugeaud en Algérie. Vous y avez répondu par avance. Et je voulais juste vous préciser qu'il existe maintenant dans le Dara, dans une commune qui s'appelle Nekmaria, voilà, un monument qui a été créé à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance. Voilà, ça veut dire qu'on instrumentalise aussi en Algérie Bugeaud aujourd'hui. Ah ben oui, voilà. C'est la question de Nekmaria, c'est là où se sont déroulées les enfumades de 1845. Et quand on tape sur Nekmaria sur Google, par exemple, on voit... Il y a des visites guidées. Hein ? Il y a des visites guidées. Il y a des visites guidées, oui, j'ai vu même un petit film, etc. Donc c'est... oui, j'ai pas parlé aussi des ce qu'on appelait les califats, c'est-à-dire les grands qui entouraient Bugeaud, par exemple, Ambarek, qui était un des proches d'Abdelkader, qui a été tué en 1843, et aujourd'hui encore, la mort d'Abdelkader, la mort d'Ambarek dans des conditions dramatiques. Sa tête a été coupée, elle a été exposée pendant plusieurs jours et restée dans la mémoire des Algériens. Alors, ma question, donc, vous avez répondu à ma question par avance. Moi, je voulais juste prolonger ma question en vous demandant si, au fond, la mémoire de Bugeaud ne survit pas ou n'est pas passée aussi dans d'autres guerres, et en particulier dans la guerre d'Indochine dont vous parlez, les enfumades. Oui. On en a trouvé aussi beaucoup en Indochine. Alors, un peu plus tard, bien sûr, plutôt après 1860 et jusqu'à 1930. Vous parliez à l'instant de tête coupée. C'était une pratique extrêmement répandue aussi dans les expéditions coloniales en haute région. Et je crois que la mémoire peut-être pas de Bugeaud, mais de la conquête coloniale, on va la retrouver pratiquement à l'identique dans tous les pays qui ont été victimes de la colonisation. Bon, il y a eu des épisodes aussi qui ont déjà été fait l'objet d'historiques, dans le Sahel, par exemple, le fameux raid de ces deux officiers supérieurs victimes de soudanites et qui expédient dans l'au-delà 2 ou 3 000 personnes complètement pris de folie, échappant à tout contrôle de l'autorité centrale. Enfin, tout ça, c'est des choses... qui mériterait peut-être une étude comparée. Mais je crois qu'il y aurait des similitudes, des similitudes extraordinaires à rapporter. Au fond, la conquête, la première guerre d'Algérie, elle a servi un peu de modèle, à la fois pour les autres, mais aussi pour les pratiques de contre-guérilla. On enseigne Bugeaud dans les écoles anti-terroristes à Panama, quand les Américains avaient une école de contre-guérilla dans ce territoire. Et bon, ça, c'est un thème qu'il faudrait explorer plus avant. Peut-être que Bugeaud est toujours très vivant dans la mémoire des militaires. Certainement. Mais je pense que le fait qu'on ait retrouvé ces stratégies, ou plutôt tactiques, dans les autres conquêtes coloniales, c'est aussi parce qu'il y avait une continuité. C'est-à-dire que vous avez des générations d'officiers qui ont dû aller d'un terrain à l'autre et qui ont été formés. Moi, ce que j'ai vu, c'est comment ces officiers qui ont fait la guerre en Algérie vont ensuite la transplanter en France pendant la répression des émeutes de 1848. Mais il faudrait le continuer par la suite. Effectivement, il y a une façon de mener la guerre. C'est des guerres de conquête coloniale qui va peut-être jusqu'à la deuxième guerre d'Algérie, d'une certaine manière, puisque pendant la deuxième guerre d'Algérie, une des manières aussi
de s'affronter au FLN, ça a été de fermer les villages, de raser les villages et de transplanter les populations dans ce qu'on appelait les camps de regroupement. On a eu un étudiant qui est maintenant professeur, etc., qui a fait une thèse formidable et un livre formidable sur les camps de regroupement pendant la guerre d'Algérie. Mais c'est des choses qui commencent à exister dès les années 1840. D'ailleurs, Bugeaud, il avait même l'idée de faire un village qu'on appelait un village arabe, avec pour l'Édouard Ismaïla. Pas de dernière question? Moi, j'en avais une. Oui. Si je puis me permettre, si personne n'en a. Je me demandais sur la récupération politique de l'extrême droite, est-ce qu'il y a des exemples? Je pensais à Éric Zemmour, je crois, qui avait ravivé un peu la mémoire de Bugeaud en la défendant. Justement, je pense que c'est aussi en lien avec le déboulonnage des statuts, évidemment, dans les années 2010. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, sur une récupération possible de la personnalité de Bugeaud aujourd'hui, à droite ou à l'extrême droite en France? Est-ce qu'il y a des exemples? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez remarquées? Ah bah oui, je pense que Bugeaud est toujours présent parmi les nostalgiques en particulier de l'Algérie française. Je pense que c'est toujours considéré comme un personnage positif. On met en avant ses qualités militaires. Mon livre, par exemple, il n'a pas été très bien, apprécié par, je le cite, le Figaro Magazine, qui a trouvé que j'avais fait une œuvre de militante. Voilà. Ce qui n'est pas tout à fait juste, mais ce n'est pas juste parce que j'ai quand même... c'est un travail d'érudition. Chacune des assertions est appuyée par un appareil de notes, etc. Mais après, c'est vrai que j'ai une vision particulière de la conquête en Algérie. Et cette vision, je pense qu'elle perdure, effectivement. Je ne sais pas à droite, mais en tout cas à l'extrême droite, j'entends des réflexions là-dessus, sur cette idée que finalement, oui, cette conquête, elle a peut-être été parfois un petit peu difficile, mais on a apporté des routes, des hôpitaux, des écoles. À quoi je réponds toujours, mais qui était dans les hôpitaux? Il y avait 10 à 12% de la population des enfants algériens qui étaient scolarisés dans les années 50. Et voilà, quoi. Donc oui, non, je pense qu'il y a toujours des nostalgiques de Bugeaud. Moi, j'en ai pas rencontré physiquement. Je pense qu'ils lisent pas le livre. Ou s'ils le lisent, ils sont pas très contents. Peut-être, voilà, mais oui, je pense que Bugeaud peut être aujourd'hui une figure phare pour l'extrême droite, oui. Eh bien, merci beaucoup, Colette Zitnicki, pour cette rencontre. Merci Jacques aussi, Jacques Contier. Et passez une bonne soirée. Vous venez d'entendre une rencontre avec l'historienne Colette Zitnicki autour de la parution de son livre « Le cas Bugeaud, les violences de la conquête coloniale en Algérie » aux éditions Talendier, à la librairie Ombre Blanche le 12 mars 2026. Réalisation et mise en onde Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.